85 % de nos revenus d'opération proviennent des revenus des clients qui nous choisissent. Puis le 15 %, comme tu le mentionnais, c'est des honoraires de gestion qu'on reçoit pour accomplir des missions de l'État. La conservation, l'éducation. Ce modèle-là qu'on a choisi au Québec, c'est d'avoir le même dynamisme des entreprises en termes d'innovation, d'efficacité, d'agilité. Je trouve qu'on a notre sort entre nos mains parce que comme les crédits ne viennent pas d'une année à l'autre, on doit être innovant. Martin Soucy, depuis le 5 février 2024, tu es président-directeur général de la CEPAC, une organisation qui aujourd'hui a 46 établissements à travers le Québec et qui génère 885 millions de dollars en PIB pour le Québec, ce qui en fait la plus importante entreprise touristique dans ce secteur. Ça fait plus de 30 ans que tu es en direction générale et en gouvernance et tu reviens à la CEPAC dans une organisation qui t'a vu grandir. Et l'objectif, c'est de piloter l'entreprise vers une croissance qui est durable. On va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Martin, merci beaucoup d'être sur le podcast Super Croissance. Merci Antoine pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous. Et Martin, est-ce qu'on peut prendre juste un petit peu de temps ensemble pour bien expliquer à notre audience la CEPAC? Parce que j'ai l'impression que beaucoup ont utilisé vos installations, beaucoup de gens sont allés dans vos parcs, mais est-ce qu'on sait toujours qui est la personne, qui est l'organisation derrière ça et comment tout ça fonctionne? Peut-être tu peux prendre un peu de temps pour bien expliquer à notre audience. Oui, tout à fait. Quand tu dis beaucoup, le chiffre exact, il y a 3,1 millions de Québécois et de Québécoises, donc 55 % de la population qui ont utilisé ou qui utilisent annuellement les services. Puis si on prend les gens qui ne sont pas venus nous voir dans les 2 dernières années, c'est 70 % de la population. Fait que dans l'État, quand on regarde une société d'État comme la nôtre qui a à peu près 225 millions de chiffre d'affaires, c'est une goutte d'eau dans le budget du gouvernement, mais ça a l'effet d'un grand lac dans la population. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis ce grand lac-là, il est composé de quoi? De 23 parcs nationaux qui sont des aires protégées de catégorie 2 reconnus internationalement. Nos parcs nationaux sont équivalents à ce que tu as au niveau canadien, américain et ailleurs dans le monde. On a un parc marin, Saguenay-Saint-Laurent, qu'on co-gère avec Parc Canada. On a également 13 réserves fauniques et la pourvoirie de CEPAC Anticosti. Et 8 établissements touristiques que j'appelle les perles touristiques, dont 2 de la région de la capitale nationale, le parc de la Chute-Montmorency, l'Aquarium du Québec. Donc, c'est vraiment un portefeuille d'établissements, mais également activités et services très diversifiés qui fait du bien dans la vie des gens à la base de tout ça, en plus d'être une carte de visite incroyable du Québec quand on fait la promotion, en fait, du Québec sur les marchés internationaux. Est-ce que je me trompe, mais dans un contexte touristique, parce que, bien entendu, c'est un attrait touristique pour le Québec, c'est un des éléments différenciateurs qui fait, on pourrait dire, qui fait pencher la balance des fois pour un touriste, pour quelqu'un à l'étranger qui veut venir au Québec. Est-ce que les parcs, vraiment, ça devient ce qui différencie le Québec de d'autres endroits touristiques dans le monde ou même en Amérique? Au Québec, de façon générale, on a ce que j'appelle la force nature. Nos paysages, ça fait partie de la distinction de ce qu'on a. Puis nous, on y participe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à travers les années, quand on regarde depuis 99 où la CEPAC a repris des parcs nationaux jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des investissements majeurs pour améliorer, par exemple, les infrastructures, les rendre plus accessibles, les mettre en valeur. Puis oui, ça fait une carte de visite parce qu'on protège parmi les territoires les plus exceptionnels qu'on a au Québec. Puis on vient travailler en complément, par exemple, avec les parcs régionaux, les autres sites de nature. Mais on est vraiment dans le leadership en tourisme durable. On est à la pointe de ça. Puis la CEPAC, c'est une société gestionnaire. C'est que la mission de conserver, mettre en valeur, mais de gérer ces actifs-là qui appartiennent à la population. C'est ce que j'aime beaucoup de mon métier, c'est qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, on travaille pour la société de façon générale. Puis en plus, on peut le faire vivre à des touristes étrangers, internationaux, ce qui est vraiment très, très agréable dans ce métier-là. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, parce qu'on parle d'une audience d'entrepreneurs sur le podcast Super Croissance, Martin, c'est que dans un contexte affaires, oui, vous êtes une société d'État, mais c'est pas comme si vous étiez 100% subventionné par l'État. C'est-à-dire que vous devez rouler votre boss, vous devez générer vos propres revenus. On en discutait un petit peu, toi et moi, je faisais quelques recherches. Je pense que 85% présentement de vos revenus proviennent littéralement comme une entreprise normale que vous générez avec des clients et par la suite, il peut y avoir quelques subventions du gouvernement sur certains aspects, mais vous devez faire rouler la CEPAC, vous devez aller chercher plus de clients, plus de croissance. Est-ce que je me trompe ici? Non, effectivement. Puis c'est un modèle, contrairement, par exemple, à Parc Canada ou à les parcs américains, ils sont subventionnés à 80%, 70 à 80% dans l'opération.
Nous, on est dans le ratio inverse, puis on est probablement le seul modèle au monde qui est fait comme ça. C'est vraiment comme une entreprise qui est inscrite dans le développement durable. Donc, 85 de nos revenus d'opération proviennent des revenus des clients qui nous choisissent. Donc, en partant, il faut qu'on soit débrouillard. Puis le 15 comme tu le mentionnais, c'est des honoraires de gestion qu'on reçoit pour accomplir des missions de l'État. La conservation, l'éducation, une portion de l'accueil dans les parcs nationaux, une portion aussi de l'entretien de ces actifs-là. Les gens ne savent souvent pas, mais ça vaut tout ça, 2,6 milliards de dollars. Ça appartient à la population, il faut l'entretenir sur le long terme. Mais ce que ça a amené, ce modèle-là qu'on a choisi au Québec, ben, c'est d'avoir le même dynamisme des entreprises en termes d'innovation, d'efficacité, d'agilité. On n'a pas le choix. Je trouve qu'on a notre sort entre nos mains parce que comme les crédits ne viennent pas d'une année à l'autre, ben, on doit être innovant. C'est pour ça, par exemple, qu'on a été très dynamique dans l'hébergement, prêt à camper, les premiers hébergements insolites, si tu veux, les mini-maisons, on était dans les premiers. Donc, on a vraiment amené par nos stratégies commerciales, mais également de développement. Puis la qualité du service à la clientèle, on a des taux de satisfaction de 90 et plus. Ben, c'est parce qu'on était condamné à réussir dans ce modèle-là. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai l'impression que j'ai la chance de gérer comme une entreprise privée à l'intérieur de l'État qui appartient, dans le fond, notre actionnaire. On a un seul actionnaire à CEPAC, c'est le ministre des Finances, mais ultimement, c'est la population qui est actionnaire. Puis ça nous amène à faire preuve d'originalité dans la façon qu'on gère, mais on gère comme à l'intérieur du périmètre de l'État. Naturellement, on a des règles qui sont différentes de l'entreprise privée, mais il faut avoir la même agilité une fois que ces règles-là sont fixées. C'est comme une patinoire. Une fois que les bandes sont définies, on peut quand même compter 50 buts à l'intérieur de ça. Non, absolument. Vous avez quelques paramètres à respecter, mais au final, vous êtes une organisation qui se doit de trouver des manières d'augmenter ses revenus, d'augmenter son attractivité pour avoir un maximum de Québécois et de touristes qui viennent visiter vos différents parcs. Ouvrons peut-être un peu cette discussion-là. Modèle de revenus. Donc, je suis à peu près certain que n'importe qui écoute le podcast est allé dans un parc au Québec dans les dernières années. On achète un billet pour la journée. Donc, j'imagine qu'on a une ligne de revenus qui s'installe ici. Quels sont les autres types de lignes de revenus que la CEPAC possède au moment où on se parle? Ben, tu as effectivement les droits d'accès. Ensuite de ça, tu as tous les revenus provenant de l'hébergement. Donc, puis on a une gamme là, qui part du camping jusqu'à l'hôtel. C'est l'auberge de montagne des Chic-Chocs. On est dans un peu plus un produit de haut de gamme. Tous les services également, les locations d'équipements, dépanneurs, nos boutiques souvenirs, par exemple. On a eu un dynamisme de produits dérivés. Ça a été extraordinaire pour amener un souvenir à la maison, mais également pour générer du net. Les lignes sont vraiment à la fois dans l'hébergement, l'accès et les services connexes qu'on va offrir aux visiteurs avec toujours l'ambition. Tu sais, ultimement, tout ça, ça sert à faire quoi? Faire vivre des expériences mémorables que les gens... On est des créateurs de souvenirs, des créateurs de bonheur. Puis notre principal, en fait, pour la clientèle, c'est vraiment ça qu'on propulse. Puis il y a naturellement aussi une valeur éducative dans ce qu'on fait. Faire découvrir les milieux naturels pour que les gens s'engagent envers la nature, de pouvoir les connecter, en apprendre un peu plus. Dans ce cas-là, c'est des activités qui peuvent également être une ligne de revenus, mais c'est moins le principal de ce qu'on cherche là-dedans. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis, chaque dollar qu'on perçoit, le net qui va rester, le bénéfice d'exploitation là, pour que les entrepreneurs comprennent bien, est réinvesti dans l'entreprise. À quoi? L'entretien des actifs, puis des projets de conservation des milieux naturels. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Contrairement à la SAQ Hydro-Québec, qui doivent remettre un dividende, dans le fond, au gouvernement du Québec, nous, on réinvestit dans le patrimoine collectif. Donc, c'est un avantage qu'on a également dans notre modèle. Oh, c'est intéressant. Et bon, si j'amène ça peut-être un petit peu plus loin concernant la popularité des parcs et de la CEPAC au Québec. Donc, bon, j'aurais tendance à croire que la COVID a été bon pour faire connaître un petit peu plus le Québec sur ses différents parcs. On s'est tous retrouvés à devenir des amateurs de nature du jour au lendemain en 2020, en 2021, pour ceux peut-être même qui ne l'étaient pas. Donc, j'imagine que ça a généré de la découvrabilité. Cette vague-là de clients qui peut-être vous n'aviez pas vu depuis un certain temps, qui a dû se montrer le bout du nez pendant cette période-là, est-ce que c'est quelque chose qui a perduré par la suite? Est-ce qu'on a été capable de surfer sur cette vague-là et de continuer à amener des gens qui étaient peut-être un petit peu à l'extérieur de notre périmètre et finalement on les a amenés dans notre écosystème même après la COVID? Ah, tu as une très bonne observation. La COVID, c'est un peu comme une anomalie parce qu'on a eu un marché complètement captif. Les gens enfermés dans la maison, première chose,
ils ont voulu sortir, se faire du bien, puis de la nature. On sait aujourd'hui, la nature, c'est reconnu, ça fait du bien à la tête, au corps et au cœur. Ben, la pandémie a amené ça. Fait qu'on a eu, effectivement, ça a été un boost aux stéroïdes qui nous a amené, est-ce qu'on a maintenu les clients? Dans ta question, pour être précis, la réponse, c'est oui, parce qu'on est passé d'à peu près 5 millions de jours visites. Et là, on se maintient à 9 millions, donc après cette espèce de boost-là. Mais dans notre domaine, je vais prendre l'exemple des parcs nationaux, il y a un équilibre à maintenir entre l'accessibilité mais la préservation des milieux naturels. C'est fondamental, cet équilibre-là. Peut-être que la pandémie, dans certains de nos sites, on est allé un petit peu plus loin que la capacité de support de nos installations, mais également du milieu naturel, ce qui fait que là, on se rééquilibre, mais on se rééquilibre avec plus de monde qui nous ont adoptés, qui adoptent aussi des saines habitudes de vie. Moi, je pense qu'à quelque part, une marche, cette découverte-là, on n'est pas obligé d'être un campeur, mais juste d'aller prendre une marche dans un milieu naturel, ça fait du bien de façon générale dans sa vie. Donc, on a maintenu ça. Mais la pandémie, ça a été effectivement une opportunité. Ça a martelé beaucoup notre marque aussi. La marque, la CEPAC, aujourd'hui, en termes de marque publique, la première marque, c'est Hydro-Québec. La deuxième, c'est la CEPAC. En termes de reconnaissance. Donc, ça, c'est extraordinaire. Puis ça amène aussi, les gens savent qu'il y a un gage de qualité dans ce qu'on fait, tout ça. Donc, oui, ça a été une opportunité, mais en même temps une anomalie. Puis maintenant, on va gérer des rythmes qui sont beaucoup plus soutenables pour les territoires, ce qui est vraiment très bien. Et je lisais en 2021-2022, c'est un pic historique de 10,1 millions de visiteurs. Et là, tu me dis que vous maintenez ça à peu près à 9 millions. Et avant, et corrige-moi si je me trompe dans les chiffres ici, mais avant la pandémie, on était à peu près à 5, c'est ça? Oui, on était... Quand la CEPAC a repris le réseau des parcs et tout ça, on était à 2,4 millions de fréquentations. On a monté à force de structurer le réseau. On était à 4, 5, 6. Puis ensuite, ben, effectivement, la pandémie, ça a donné le bout. Je pense même que la pointe, pas pour te corriger, mais elle a été à tout près de 12 millions de jours visites. Ça, c'est pas soutenable pour l'ensemble. Je vais donner un exemple. Le parc national du Mont-Saint-Bruno, à côté de Montréal, qui est un territoire d'une petite taille, ben, tu peux pas accueillir 3 millions de personnes. C'est pas possible. Parce que là, à ce moment-là, c'est ta mission de conservation, c'est pourquoi il a été créé qui va jouer. Donc, mais de maintenir à 9 millions, c'est déjà pour nous un très bon chiffre pour l'avenir. Puis ça nous a stabilisé aussi notre chiffre d'affaires, notre capacité à entretenir nos actifs à long terme. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans, la population. Absolument. Comme l'entreprise. Ouais. Absolument. Un point intéressant ici que j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Tu dis quand la CEPAC a repris les parcs, tu parlais de 99, c'est ça? C'est là à peu près que ça s'est fait? Oui, dans le fond, sur les 40 ans d'histoire, cette année, c'est notre 40e. On a en 95, la CEPAC a été créée dans le fond pour sortir des ministères, des autres. Parce que à l'intérieur d'un ministère, c'est plus rigide. Le gouvernement en 85 a créé une société d'État plus flexible, exactement ce que j'expliquais tantôt. Et là, on est parti avec le Mont-Sainte-Anne, puis un certain nombre de campings, par exemple, le manoir Montmorency. Ensuite, le Mont-Sainte-Anne a été vendu, puis en 95, c'est le réseau des réserves phoniques qui a été cédé, en disant, on vous le donne, mais vous allez devoir le rentabiliser, puis vous allez avoir 0 subvention. Ce que les gens de l'époque à la CEPAC ont réussi en 24-36 mois, quand même assez extraordinaire, d'équilibrer les revenus et les dépenses. Et tout ça, là, en mobilisant les employés, les milieux régionaux, ça a vraiment été... et fort de succès-là, 99, les parcs québécois, dans le fond, qui étaient à l'intérieur d'un ministère, mais dont la gestion des activités commerciales était déléguée à des OBNL, bien souvent. Il y a eu Raymond Desjardins qui est arrivé à la CEPAC en disant on va en faire un seul réseau, on va intégrer les gens du privé, on va intégrer les gens des ministères, puis on va faire un réseau de calibre international. Puis c'est là que la magie a parti, ça a consolidé l'organisation, Parc Réserve. Il y avait Anticosti aussi qui était déjà là. Puis ensuite de ça est arrivé du Chêné, l'aquarium, la confiance aussi de la population et du gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CEPAC est le plus grand réseau de plein air du Québec. Puis aussi, à 885 millions de PIB, comme tu le mentionnais tantôt, c'est la plus grande entreprise touristique de la province. Elle est d'État, mais ça, c'est quand même bien. Puis elle a un effet. Ce qui est important, c'est que la CEPAC ne garde pas tout pour elle. À chaque jour visite dans un parc national, il y a 66 $ qui est dépensé dans la région. Donc, ce levier économique-là pour le Québec, à la fois environnemental, mais aussi social, est vraiment très, très apprécié, en fait, et important. Puis nous, il faut le faire en collaboration avec les autres. C'est un cercle vertueux, hein? C'est un actif, on va le dire entre guillemets, ces parcs nationaux qui doivent être entretenus. C'est une richesse du Québec.
touristique, identitaire, je dirais même. Donc, c'est intéressant ce modèle-là. Tu parlais de 2,4 millions avant l'intégration des parcs avec la CEPAC. On est environ à 9 millions aujourd'hui. Qu'est-ce qui manquait dans le système? Parce que, bon, ça peut être un mix peut-être de visibilité. Est-ce qu'on avait bien compris au Québec qu'on avait cette richesse-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est la CEPAC qui est venue jouer un rôle ici? Est-ce que peut-être que les lieux étaient pas aussi bien entretenus, pas aussi bien gérés? Qu'est-ce qui manquait pour... Parce que là, je veux dire, vous avez été capable de faire quasiment un 4X. Il n'y a pas eu un 4X de la population depuis 99, à moins que je me trompe, là, mais je ne croirais pas. Donc, il y a quelque chose qui s'est déroulé ici. Oui, ta question est bonne. Avant 99, les parcs, à part être des grandes taches vertes sur une carte routière, ça avait plus ou moins de signification. Alors, la première des choses, c'est qu'on a rendu les sites accessibles pour la clientèle en se collant sur les besoins, que ce soit en randonnée pédestre, en hébergement, les campings. Puis un des gros éléments, c'est qu'on a eu du soutien du gouvernement pour être capable de les aménager puis de rendre les infrastructures, les mettre à jour, non seulement ça, les développer, pour les rendre comparables aux parcs nationaux américains et aux parcs nationaux canadiens. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'allais dans les réunions avec des collègues de Parc Canada, puis écoute, on les enviait. Aujourd'hui, on n'a plus rien à envier aux autres réseaux dans le monde. Fait que ça a amené, c'est plus de fraîcheur, les clientèles sont mal s'approprier. L'autre élément qui est à la CEPAC, on a une force commerciale. Fait qu'on a bien utilisé nos leviers marketing qui ont évolué dans le temps pour faire connaître les territoires et rendre accessibles. On a adapté nos produits aussi. Je te donne un exemple. On a eu une stratégie familiale. On était à fond dans la stratégie activités gratuites pour les enfants, prêts d'équipement, tout ça. Mais ça a amené quoi? Plus d'adultes à nous choisir parce qu'il n'y avait pas besoin d'acheter le vélo, le pack-sac ou encore les skis de fond. Fait que ça en est des aménagements d'une société comme la nôtre qui a été innovante dans son offre de produits. Fait que c'est des choix qu'on a faits qui sont aussi bons au niveau de la société. Hein? Tu dis, les enfants, c'est des clients de demain. Fait que, mais vraiment, les investissements massifs dans les infrastructures, d'en faire un réseau avec vraiment une notoriété internationale, c'est ça qui a permis. Puis dans le cas des réserves phoniques, je ne veux pas les passer sous silence. C'est quand même des territoires qui sont aussi en équilibre. Hein? Il y a de la chasse, de la pêche dans ces territoires-là, contrairement au parc. Mais on a les sites les plus giboyeux du Québec parce qu'on gère les populations en équilibre. On ne va pas chercher le stock de poissons ou encore de cerfs ou d'orignaux est toujours en équilibre. Ce qui fait que ça a démocratisé, en termes historiques, peut-être intéressant aussi. Les réserves phoniques, ça a été longtemps des clubs privés avant qu'on constitue, qu'on fasse le choix au Québec. Aujourd'hui, c'est accessible à toute la population. Donc ça, c'est des éléments qui sont fort appréciés par tirage au sort, l'équité là-dedans. Fait que c'est ça qui a créé la magie. Mais je pense qu'à la base, ce qui est fondamental, comme toute entreprise, on a mis le client au cœur. On a amélioré la qualité de nos services à la clientèle. On a surtout, parce que moi, aujourd'hui, je te parle, mais je représente 3400 paires d'épaules qui travaillent au quotidien à créer la magie. C'est pas le PDG de la CEPAC qui fait ça. Moi, ma job, c'est de créer conditions gagnantes puis les autres réussissent. Puis avoir de la vision à travers tout ça. Mais ce qui est important, c'est les employés. Fait qu'on a mis ça aussi au cœur. Fait que tu as déjà un produit des territoires exceptionnels, ton client au cœur, tes employés, puis travailler avec des partenaires en région pour que tout ça soit acceptable puis qu'on le fasse bien tout le monde ensemble. Fascinant. Il y a un point que tu as mentionné plutôt que j'aimerais rebondir ici. Tu as parlé que les parcs aux États-Unis, soyons honnêtes, ils sont exceptionnels aussi. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui ont beaucoup de gueule, on pourrait dire ça ainsi. On en a beaucoup au Québec également qui sont assez exceptionnels. Tu as mentionné un point. Ils sont davantage subventionnés, donc c'est l'inverse au niveau des subventions, les parcs américains que les parcs canadiens, c'est cela? Oui, exact. C'est donc paradoxal. Un pays autant orienté sur la privatisation aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut voir au Québec, qu'il y a eu un inversement de la sorte. Parle-nous un petit peu. Donc, 80% des parcs aux États-Unis sont subventionnés par l'État et 20% proviennent, j'imagine, de la billetterie. Et ici, c'est l'inverse. Oui, si tu prends aux États-Unis, d'abord dans notre domaine, là, on est des metteurs en scène de la nature. Hein, fait que ce qui parle, puis les paysages, je ne peux pas trop faire la promotion des États-Unis dans le contexte actuel, mais parlons-en. Ils ont un milieu naturel dans plusieurs États qui est effectivement exceptionnel. C'est ça d'abord qu'on veut faire parler la nature. Ensuite de ça, tu as la qualité de tes infrastructures. Fait que les parcs américains, il faut savoir, pour les Américains, dans les 5 grandes valeurs de ce pays-là, les parcs, ils ont inventé le concept.
Donc, ça vient de là avec Yellowstone, qui a été le parc de Yu-Gi-Oh! Souvent que les gens ont une connotation, pour ceux qui sont plus vieux. Donc, ils ont fait ça et ils ont fait le choix de subventionner. Souvent, les activités récréatives, le 20 que tu parles à 25, c'est les amis de parc qui vont gérer les boutiques, les systèmes d'autobus ou autres. Alors que la mission de base, l'accessibilité est faite. Et la gestion des campings, c'est tout fait par l'État, mais beaucoup plus une plus grande proportion en subvention. Mais la qualité de nos infrastructures au Québec, quand tu regardes nos centres de découverte, l'aménagement des sentiers, le réseau routier, est de qualité comparable à ce que tu vas voir aux États-Unis. Notre milieu naturel, donc la mise en scène de notre nature, qu'on soit en Gaspésie, dans Charlevoix, en Abitibi-Témiscamingue ou encore dans le centre du Québec, elle est différente. Et c'est là que nos paysages spectaculaires à nous, c'est à la hauteur. Moi, je dis souvent, au Québec, on a la chance d'avoir une nature à hauteur d'humain. Puis c'est un des seuls endroits encore dans le monde que tu peux te retrouver seul avec cette nature-là. Les parcs américains ont été victimes de leur succès, surfréquentation, obligés d'organiser des systèmes de transport en commun, tout ça. Nous, on est chanceux au Québec. On n'est pas dans ce qu'on appelle une notion de surtourisme parce qu'on a pu voir venir cette vague-là. On la gère aujourd'hui avec un principe de précaution. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Il y a un point que je trouve très intéressant dans un contexte à faire à discuter avec toi. Comment une organisation comme la CEPAC aujourd'hui peut visualiser sa croissance future? Et je m'explique ici. C'est-à-dire que, bien entendu, on veut plus de clients, plus d'achalandage qui peut respecter, bien entendu, une infrastructure fonctionnelle, c'est-à-dire s'il y a simplement trop de clients, là, on va aller contre notre mission fondamentale, ça ne fonctionnera simplement pas. Donc, on doit faire ça de manière intelligente. Donc, plus de clients, j'imagine. Peut-être l'ouverture de d'autres lignes de service, j'imagine également. Est-ce qu'il y a également des possibilités d'agrandissement, d'aller littéralement utiliser un parc qui n'a pas été nécessairement aménagé depuis un bon bout de temps? Comment se positionne un peu les vecteurs de croissance que l'organisation peut avoir, si tu peux peut-être les expliquer à notre audience. Écoute, on vient de refaire le plan stratégique. On a fait le tour de l'ensemble des lignes d'affaires. Ce qu'il faut savoir, la CEPAC, dans sa constitution actuelle, on arrive dans ce qu'on appelle la phase de maturité. En ce moment, la plupart de nos territoires ont été bien développés. Souvent, le développement des territoires, il faut qu'il y ait en phase aussi avec le développement d'une région. Je te donne l'exemple du Parc national Lac-Témiscouata, qui est pas loin de Rivière-du-Loup. Dans le fond, dans ce cas-là, plus la région va se développer touristiquement, nous, on est en phase avec ça. On augmente. Il y a des secteurs qu'on peut développer. Mais des possibilités de développement, il en reste moins. Le gouvernement du Québec a décidé de créer des nouveaux parcs nationaux, notamment dans Charlevoix, également à Tadoussac. Il y aura un agrandissement du parc marin. Donc ça,
Je vais donner l'exemple de Tadoussac. Ça va être c'est un coup de circuit assuré parce qu'il y a déjà une fréquentation touristique importante dans cette région-là. Dans le cas de Côte-de-Charlevoix, qui est à Saint-Siméon, ben là, on va vraiment avoir un nouvel établissement où on va mettre en valeur un nouveau paysage qui va être, je dis, exceptionnel. Là. Ce parc-là, là, ça sera des nouvelles lignes de revenus pour nous, comme un territoire complet. Mais si on regarde dans le futur du développement, c'est quoi les tendances de marché? Quelles sont les futures activités que les gens vont pratiquer? On sait que là, le vélo électrique est en hausse. On sait que la randonnée pédestre et le tourisme de nature, de façon générale, c'est en hausse. Fait que dans le fond, notre objectif, c'est de connecter avec d'autres, des plus grands réseaux, pour que les gens puissent mieux utiliser nos sites. Puis nous, ça va être d'optimiser possiblement la dépense moyenne par visiteur en leur offrant, quand ils sont sur place, plus d'occasions de bonheur, dans le fond. Puis ça va... la planche à pagaie, qui a pris énormément, à ce moment-là, pas tout le monde va se les acheter, mais on est des sites d'initiation parfaits pour ça. Ça développe nos revenus. Il y a un élément qui est important dans l'avenir quand on veut augmenter les clientèles. Nous autres, notre marché, quand on prend le marché québécois, là, je vais commencer par celui-là, il est vraiment plus dans les régions métropolitaines. Montréal, c'est un marché émetteur, mais il y a énormément de gens. Je te parlais de 3,1 millions de Québécois, mais il en reste qui ne nous ont pas encore vus, donc des non-clients. Mais là, nous, ça va être de s'installer. Donc, si les gens ne viennent pas à la montagne va aller à eux. On a eu une initiative l'année passée qui s'appelle Camp de base Montréal. On a initié, puis c'est vraiment, on commence, une centaine de personnes. On les a fait camper pour la première fois en prêt à camper. Ils sont arrivés en métro à l'île, au parc Jean-Drapeau, donc partenariat. On les a transportés en navette fluviale jusqu'au parc national des îles de Boucherville, où on a une installation de prêt à camper qui est extraordinaire. Ils ont vécu l'expérience, feu de camp, les légendes au feu, vélo, randonnée pédestre. Puis là, on leur donne le goût. Après ça, on va leur dire, OK, la deuxième étape, ça va se faire peut-être au parc national d'Oka. Puis ensuite de ça, vous allez en région. Donc, il y a toute la possibilité aussi des nouveaux arrivants qui, pour nous, est une opportunité dans le futur, mais à partir des activités qu'on a déjà sous la main. Donc, ça, c'est un élément qui va être intéressant. Et on regarde, naturellement, dans les grandes tendances, les types d'hébergements qui vont se développer. En ce moment, on a un prêt à camper. On a vraiment été les leaders au Québec là-dedans, le pack étoile, mais on parle quand même entre 180 et 200 $ par nuit. Nous, on cherche l'accessibilité. Fait qu'on a vraiment un projet en ce moment. On l'appelle le prêt à camper accès famille, qui va être plus léger, mais qui va permettre pour un prix beaucoup plus bas, là, à peu près peut-être 110, 115 $ par nuit, d'initier des gens qui ne veulent pas s'acheter les équipements. Puis ensuite, on aura sûrement des partenariats avec des entreprises pour justement la location, pour permettre l'initiation à d'autres activités. Fait que les possibilités sont quand même si l'entreprise est à maturité, il y a plusieurs bonnes opportunités. Qui s'offre à nous. Puis, on est vraiment en phase avec les tendances de marché. On suit ça très, très proche. On a une très bonne équipe d'intelligence d'affaires dans l'organisation. Puis, on a une veille interne qui nous permet de voir ces tendances-là. C'est comme ça que le prêt à camper et les chalets, par exemple, EXP, qui ont été les premiers micro-chalets au Québec au début des années 2010, ont été développés. Puis, on regarde aujourd'hui l'hébergement insolite au Québec. On est comme destination globalement une des mieux positionnées en Amérique du Nord. Parce qu'au Québec, on a quelque chose de fantastique qui n'est pas juste à la CEPAC, mais qui est dans tous les entrepreneurs. C'est notre capacité à innover et saisir les opportunités. Donc, nous, on est content d'influencer ces éléments-là dans notre domaine du tourisme de nature. Tu as parlé d'un point intéressant aussi, votre marché adressable québécois. Il y a un certain nombre de gens qu'on peut aller chercher, mais le Québec, c'est un bel attrait touristique. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent nous visiter. Peut-être qu'il y en aura même un peu plus cette année. Ça représente quoi si on avait à segmenter les revenus qui proviennent de la province, des gens qui vivent dans la province, contrairement aux revenus qui proviennent de provinces différentes du Québec et également de pays différents du Canada? On est en ce moment à 90 % dans le marché québécois, 10 % dans le marché hors Québec. Et on a déjà été à 80 % québécois, 20 % hors Québec. La pandémie, dans le fond, a amené cet élément-là. Donc, tu sais que les dernières années, moi, j'ai été PDG de l'Alliance d'industrie touristique. J'avais le mandat de faire la promotion du Québec sur les marchés internationaux. Et comme je le disais tantôt, la nature, c'est distinctif. Donc, dans le plan stratégique de la CEPAC 2030, il est clair qu'on va se mettre en phase avec le ministère du Tourisme, l'Alliance d'industrie touristique, tous les partenaires, pour que la CEPAC reprenne beaucoup plus de clients internationaux qui, en passant, dépensent plus quand ils sont à destination. C'est des retombées économiques pour les régions. Oui. Et compte tenu qu'on a la carte de visite exceptionnelle en tourisme de nature, donc là, on rejoint le mouvement. On va revenir là.
On a déjà des établissements. Le parc de la Chute Montmorency, on est à 65 en clientèle internationale. Prends l'auberge de montagne des Chic-Chocs, qui est un lieu exceptionnel, méconnu, je pense. C'est le plus beau lodge de montagne dans l'Est de l'Amérique du Nord. Mais après ça, il y a une question d'accessibilité, comment on va le forfaitiser aussi avec des revendeurs sur les marchés internationaux. Alors, dans notre stratégie de commercialisation, on veut vraiment augmenter le nombre de touristes internationaux sans rien enlever aux Québécois parce qu'il y a de la place, naturellement. Mais c'est un élément important. Puis de jouer notre rôle aussi de produit d'appel touristique pour le Québec. Et ça va nous donner à peu près un ordre d'idée parce que on s'entend, vous ne pouvez pas avoir une croissance illimitée, simplement parce que s'il y a trop de touristes qui vont visiter vos différents parcs, à un certain moment donné, c'est simplement pas soutenable et ça pourrait créer un effet pervers littéralement pour les différents parcs. Quelle est c'est quoi qui vous reste un petit peu à disponibilité de type de clientèle que vous êtes capable d'aller chercher le plus? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un 10 de croissance de plus, un 15 de croissance de plus qui, j'aurais tendance à croire, à t'écouter parler avec le plan 2030, viendra de clientèle hors Québec? Qu'est-ce qui vous reste un petit peu à aller chercher? Oui, c'est une bonne question. Quand tu arrives à la maturité, dans le fond, les poches d'augmentation en nombre absolu, d'ailleurs, en tourisme durable, tu n'évalues pas le nombre de clients que tu vas chercher, mais plus la dépense touristique que tu vas avoir. Donc, puis on doit le faire dans un équilibre. Tu comprends que dans la situation économique, on veut demeurer des sites accessibles. On pourrait augmenter en augmentant nos tarifs, mais les territoires seraient moins accessibles à la fois pour les touristes internationaux, mais également pour d'abord et avant tout pour la population. Donc, la possibilité de croissance en termes absolus de la fréquentation, on sait qu'on a touché le 12 millions, qu'on est à 9. Moi, je pense que qu'est-ce qui va être soutenable dans le futur, c'est d'arriver à un 10 millions de fréquentation. Donc, c'est tout près de peut-être, ça, je te parle sur un long terme, c'est pas un objectif 2030 pour nous. On a un objectif d'augmentation de notre bénéfice d'exploitation, par exemple, pour mieux entretenir nos actifs de manière autonome. Puis les touristes internationaux vont nous ramener quand même des clientèles. Mais c'est pas tant dans le nombre absolu que dans l'efficacité de l'entreprise. Parce que dans le futur, nous, notre futur combine la durabilité, les expériences de qualité, puis également les technologies. Donc, on travaille là-dessus pour être encore plus efficient, mobilisant, puis avoir une marque. Je ne sais pas si tu as vu avec David Goudreau, on a lancé pour nos 40 ans, on a un discours qui est très citoyen aussi parce qu'on a une mission qui touche à la fois le social, l'économique puis l'environnemental. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus notre futur cadre s'engage à l'intérieur de ça, mais avec une planification, je te dirais, plus de contrôle de nos dépenses, de gestion de nos dépenses, des gains, effectivement encore des gains, mais il en reste beaucoup moins dans la population parce qu'on touche déjà beaucoup de monde. Puis à l'international, il va en avoir, mais ça reste quand même limité. Mais il y aura, comme je te dis, l'ajout de territoire. Il y aura de la fréquentation supplémentaire, mais si on prend seulement ce qui est existant, on est très raisonnable, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire du surplace, bien au contraire. Puis est-ce que je me trompe en disant qu'un touriste de l'extérieur de la province de Québec a des bonnes chances de dépenser plus qu'un touriste québécois quand il va visiter un de vos parcs? Non, définitivement. Si tu prends le volume à l'ensemble du Québec, là, sur tous les touristes, là, les touristes internationaux, c'est 25% du volume en termes de nombre d'individus, mais c'est 53% de la dépense à destination. Ça te montre, là, parce que souvent, dans un acte, nous, on a beaucoup de gens qui viennent à la journée. Mais tu sais, tu pars en vacances, tu laisses ta conscience et ton cerveau à la maison, puis ça délie les ficelles du portefeuille. Il y a aussi le taux de change. Il ne faut pas oublier que les Américains, les Européens, ils ont quand même une économie assez importante. Donc, un touriste français va laisser à destination au-dessus de 1 200 $ dans son séjour. Alors qu'un touriste québécois, souvent, on va tourner plus alentour d'une moyenne qui est en bas de 500. Fait que ça te montre la différence entre les deux. Puis c'est correct, hein? C'est chacun. Les Québécois qu'on va à l'extérieur, on va quand même dépenser pour 8 milliards de dollars dans les marchés internationaux. C'est quand même pas rien là, comme population parce qu'on a les moyens de voyager. Donc, c'est important de pouvoir voir les deux. Mais à la base, la CEPAC, ce qu'on offre est là pour la population, pour le développement de saines habitudes de vie, pour la conservation aussi du Québec, de nos milieux naturels, puis également de s'engager dans les défis environnementaux qu'on a ici, mais également pour la planète, là, à relever tout le monde ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant de cette entreprise-là. C'est pas seulement une dimension, hein, il y a plusieurs dimensions du métier, en fait.
Tu les additionnes, puis ça donne une belle organisation, très belle organisation même. Donc, bref, dans un contexte d'augmenter le bénéfice d'exploitation, ça fait énormément de sens d'aller essayer de se rendre un petit peu plus séduisant sur des touristes de d'autres pays, de d'autres provinces, là, sachant qu'ils sont davantage prêts à investir quand ils visitent. Et bien entendu, tu l'as mentionné plus tôt, vous avez des chiffres qui démontrent également les retombées que vous êtes capable d'avoir pour la région qui va vivre cette affluence importante qui proviendra grâce aux différents parcs que vous avez, là. Oui, définitivement. C'est bien, mais quand on parle de la génération de PIB ou de la dépense, hein, nos territoires, c'est des produits d'appel pour une région. Prends l'exemple du Bas-Saint-Laurent, le Parc national du Bic attire des gens et là, ils vont fréquenter les restaurants, ils vont fréquenter les autres attraits. Un des objectifs de la CEPAC dans les prochaines années, c'est de reconsolider nos partenariats pour que la création de richesse au Québec soit au niveau économique plus importante. On veut pas tout. Nous, ce qu'on veut, c'est de grossir la tarte pour que tout le monde mange plus. Je te fais l'illustration. Fait que ça passe par nous, notre efficacité, oui, mais d'avoir plus de pratiquants de plein air. Et on sait que là, le tourisme de nature, c'est une carte de visite, mais il faut que nos sites jouent. Puis c'est pour ça qu'il faut jouer avec d'autres. C'est la même chose dans l'environnement. Si on veut relever les défis des changements climatiques, baisser notre bilan carbone, on peut pas travailler seul. Il faut qu'on travaille à plusieurs. La collaboration est au centre de ce qu'on a à faire. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans les années 90-2000, la CEPAC, sur les camions, c'était indiqué « partenaire en région ». C'était le slogan de l'entreprise. Ça s'est perdu un petit peu avec les dernières années et là, on le ramène à l'avant-plan. C'est un des piliers de notre prochain plan stratégique, d'assurer la création de valeur durable pour le Québec et on le fait en partenariat avec d'autres. Et c'est comme ça, j'imagine, que vous allez chercher encore plus de visibilité parce que est-ce que c'est bien compris? Je ne sais pas si vous avez fait une recherche sur le sujet ici, mais ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est bien compris pour un touriste, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, de l'Europe, des États-Unis, que les parcs touristiques du Québec, c'est un des attraits numéro 1 de la province? Est-ce que c'est bien compris ou c'est un secret qui est encore trop bien gardé? Dans le cas des parcs nationaux, c'est très bien compris. Ça ressort dans le fond spontanément. Il y a ça aussi. Ce qui est plus compliqué à l'international, c'est CEPAC. CEPAC, ça veut rien dire. Au Québec, on a une notoriété qui a été forgée, ça va. Mais pour des touristes américains, eux autres qui connaissent, c'est Parc Canada, Parc USA. Dans notre cas, on a déjà eu le réseau des parcs nationaux, c'est appelé Parc Québec, c'est hyper simple. Mais c'était bon de le transporter un peu partout au Québec. CEPAC a eu le dénominateur commun de qualité. Mais est-ce que quand les gens en viennent, que ce soit géré par CEPAC ou peu importe, ce qui est important qu'ils retiennent, c'est Anticosti, c'est le long du Parc national, c'est le Parc de la Chute-Montmorency, l'Aquarium du Québec, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs, du Chêné. Ça, pour nous autres, c'est très important. Puis après, CEPAC, mais c'est le dénominateur de qualité, la société gestionnaire responsable qui s'implique de manière citoyenne aussi. Donc, oui, ça, c'est bien compris. Les parcs nationaux, tu fais juste dire ça, puis tout le monde à travers la planète a déjà une très bonne idée. Parce que soit ils en ont dans leur cours, ils l'ont visité, ou souvent, c'est un vecteur de déplacement. Dans ton voyage, pour même des gens qui ne sont pas nécessairement des adeptes de plein air, tu vas vouloir voir un parc national. Fait que ça, on a cette chance-là au Québec, puis heureusement en passant, c'est des aires protégées de catégorie 2. C'est pas, à l'époque où ça a été créé, quelque chose qui était politique. C'est vraiment juste la dénomination. Puis le Québec s'est donné une loi, créer ces territoires-là, qui est équivalente à ce qu'il y avait ailleurs dans le monde. Donc, c'est ce qui nous amène une superbe carte de visite. Absolument. Il y a des grands espaces verts au Canada et au Québec. Il faut les protéger et il faut, bien entendu, les faire découvrir au maximum de gens possible. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois, prochaines années pour faire découvrir encore plus vos différents parcs? Ben, la vision stratégique, dans le fond, leader en tourisme durable, la CEPAC inspire l'engagement vers la nature. On passe de la connexion à l'engagement. D'abord, un leader, ça va partager très généreusement ce que nous, on va acquérir. On a la chance d'être la plus grande entreprise, on a plus de moyens, on développe, c'est juste pour abaisser le bilan carbone. On a des systèmes, on est un des plus grands utilisateurs de systèmes solaires au Québec, mais toutes les trouvailles qu'on a, on va les partager avec d'autres. Leader en tourisme durable, c'est qu'il faut que cette industrie-là puisse changer. Ça peut paraître philosophique, mais les gens vont voyager de plus en plus de manière responsable à travers la planète. Les gens veulent avoir des expériences qui les transforment. Puis on parle aussi du tourisme régénératif. Ce que ça veut dire, c'est essayer de laisser une destination dans un meilleur état que tu l'as trouvé à ton arrivée.
on est bien placé pour être capable de faire ça dans le futur. Fait que l'engagement envers la nature, c'est l'engagement envers toi-même, dans tes saines habitudes de vie, de te faire du bien, comme je le disais tantôt, à la tête, au cœur et au corps, mais c'est également de s'engager comme bon citoyen envers l'environnement. C'est important dans les entreprises qu'on puisse avoir une transition sur le développement durable. Nous, on est inscrits depuis 40 ans là-dedans. Mais là, on va aller un petit peu plus loin. On a la chance d'avoir 3,1 millions de personnes qu'on touche pour mieux les sensibiliser, mieux les engager pour qu'on relève des défis dans l'avenir, puis également les engager à ce qu'ils puissent visiter les régions au-delà de nos sites. Donc, l'avenir pour nous est vraiment dans cette vision stratégique-là, d'un engagement qui est très citoyen, mais également en gardant l'efficacité de l'entreprise et, ultimement, en créant des expériences, puis en offrant des expériences qui émerveillent les gens pour marquer les souvenirs. On a la chance c'est rare, hein? Tu dis les gens sur la cheminée vont avoir une photo de leur randonnée pédestre. Souvent, ce qui est dans le décor en arrière, c'est un site de la CEPAC. Il y a combien d'entreprises qui peuvent dire ça? Donc, on est vraiment ancré dans quelque chose. Ça, c'est précieux. Il faut continuer à bien le développer et le faire comprendre à tous nos équipiers qui sont au cœur de cette magie-là qu'on va créer dans le futur. Fait que la vision est beaucoup à l'intérieur de ça pour les prochaines années. Puis je te dirais, les défis à court terme, dans notre cas, c'est qu'on est dans le milieu naturel, donc les changements climatiques, puis il faut en parler. Mais nous, il va falloir adapter notre système de jeu, nos infrastructures, mais également l'offre d'activité. Est-ce qu'on aura de la neige partout pour combien de temps pour offrir du ski de fond? Fait qu'il faut, c'est un exemple que je donne, mais il faut qu'on se pose la question. Donc, vraiment lancer un chantier stratégique sur les changements climatiques. Puis ce qu'on va trouver, on va le partager avec d'autres de l'industrie touristique également. Donc, c'est un des exemples. Puis naturellement, tout le virage technologique. On est en transformation numérique en ce moment, système de vente plus intelligent éventuellement, un web qui va permettre des réservations faciles, de séduire le client à de réserver. Puis également, peut-être éventuellement, d'être en mesure de réserver des expériences à l'extérieur de nos sites pour les amener dans un séjour. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? On veut que les gens, quand ils arrivent en région, dorment plus longtemps, soient plus longtemps à destination, voyagent plus, on appelle ça le tourist lent, j'aime moins le terme, mais soient là plus longtemps dans une destination, prennent le temps de vivre avec les gens, respectueux des lieux où ils posent le pied. Donc, on va vraiment avoir un leadership dans les prochaines années. C'est un plan qui est ambitieux, on s'en cache pas. Puis tout ça en réussissant à entretenir le 2,6 milliards d'actifs. À la fois, le gouvernement en envoie une portion. Il n'y a aucune entreprise à 225 millions de chiffre d'affaires qui peut entretenir sur le long terme 2,6 milliards d'actifs. Donc, nous, on veut en faire un plus grand bout de manière autonome, puis le gouvernement stabilise le reste. Puis bon, ce qui fait que tes enfants, les miens, nos petits-enfants vont pouvoir en profiter dans de nombreuses années. Ce qui est le fun de mon métier, puis c'est ça, je suis sur une note très personnelle. Quand je me lève le matin, je contribue à quelque chose qui va durer pour l'éternité. Parce que les vont encore être là dans 100 ans. C'est ça que je trouve le fun. Chacune de mes décisions comme PDG ne peuvent pas être sur le court terme seulement pour le rendement de l'actionnaire. On pense toujours par 5, 10, puis j'ai même dans ce moment des décisions que je suis sur 15 ans dans le quotidien. Il faut toujours penser à ça. C'est ce que je trouve fascinant de ce qu'on a à faire comme équipe. Puis moi, personnellement, comme premier dirigeant, c'est complètement différent souvent de d'autres types d'entreprises. Ça amène de la complexité, mais également beaucoup de plaisir parce qu'intellectuellement, c'est stimulant. Bon, en tout cas, tu as l'air épanoui, Martin. Donc, on va te souhaiter beaucoup de gens qui continuent à visiter les différents parcs. Et quoi d'autre qu'on peut vous souhaiter, j'imagine, une belle température. Ça doit quand même être important pour une organisation comme la vôtre, là. Oui, puis je veux rappeler, comme mes collègues de l'Alliance l'ont fait, 40 de probabilité de pluie, c'est 60 de soleil, mais 100 de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire quand même. Faut jamais oublier ça. C'est bien dit, c'est bien dit. Martin, merci beaucoup. Ça a été fascinant de discuter avec toi aujourd'hui. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, également moi-même, en toute transparence, on a été capable d'en apprendre plus sur le modèle d'affaires, la dynamique de commercialisation de la CEPAC, les partenariats également que vous devez bâtir avec les régions qui devient excessivement primordial pour une organisation comme la vôtre. Et j'imagine, le meilleur endroit pour vous rejoindre, on va visiter le site web de la CEPAC. Oui, définitivement. C'est le meilleur canal de communication. Vous inscrire aussi à Effet Nature. On a déjà 800 000 personnes qui nous suivent. C'est quand même pas rien. Plein de conseils sur le plein air, tout ça. C'est une autre belle occasion de pouvoir découvrir le patrimoine qui vous appartient en passant. Exactement. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Martin Soucy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.